Conakry, 6 février 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République est arrivé ce matin à Addis Abeba pour une visite d'État. Professeur Alpha Condé aura des échanges avec les autorités éthiopiennes avant de reprendre part au sommet de l'Union africaine. Un mort et 81 cas suspects. Le ministère de la Santé annonce l'apparition de la fièvre hémorragique Lassa en Guinée. Les dispositifs de surveillance sont mis en place pour contrer la maladie. Au sommaire encore, dans une mise en scène où la danse et le chant sont en parfaite symbiose, Amadou Koumbassa, Gros Killer, prépare son spectacle dénommé Sortir de l'ombre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est en Éthiopie pour une visite d'État. Professeur Alpha Condé est arrivé ce mercredi à Addis Abeba où il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions liées au développement agricole et prendra part au sommet de l'Union africaine. Envoyé spécial, Sanasi Keita. En visite d'État en Éthiopie, le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, est accueilli sur le tarmac de l'aéroport international d'Addis Abeba par le Premier ministre Abiy Ahmed ce mercredi 6 février 2019. Plusieurs personnalités se sont mobilisées ici pour conférer à cette visite d'État du professeur Alpha Condé en Éthiopie une dimension à la hauteur des attentes. Des attentes qui sont nombreuses dans le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Addis Abeba, avec la volonté affichée aujourd'hui du président Alpha Condé et du Premier ministre Abiy Ahmed. Deux personnalités qui comptent aujourd'hui faire en sorte que les relations de coopération entre la Guinée et l'Éthiopie soient un véritable modèle de développement bâti sur le respect mutuel. Au salon d'honneur de cet aéroport, professeur Alpha Condé et Abiy Ahmed ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun entre les peuples guinéens et éthiopiens, notamment l'agriculture, les transports et l'élevage. À Conakry, signature ce mercredi de la convention de concession de guichet unique du commerce extérieur. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État guinéen et la société Web Fontaine Group. L'action s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'environnement du commerce dans notre pays. Les précisions dans ce reportage de Mamadi Gassama. C'est un partenariat public-privé réussi. Désormais, la gestion du guichet unique du commerce extérieur est confiée à la société Web Fontaine Group. Ce partenariat est scellé à travers cette signature de concession. Elle aura pour mission de gérer la fourniture, la mise en place, l'exploitation et les transactions extérieures. Web Fontaine propose des solutions e-government afin de moderniser les administrations et de faciliter le commerce international via la provision de plateformes intégrées de guichets uniques du commerce extérieur. C'est un projet d'envergure qui permettra de moderniser l'environnement du commerce tout en positionnant la Guinée aux standards internationaux. La mise en place de cette plateforme répond à l'une des préoccupations du gouvernement, celle d'améliorer le climat des affaires entre le secteur privé et l'État. L'ambition est d'accroître les recettes de l'État et sécuriser leur collecte par la mise en place des procédures standards applicables à tous. Le projet du guichet unique du commerce extérieur s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'amélioration de la compétitivité dans la gestion et le dénouement des formalités, procédures et opérations du commerce extérieur et plus dans la fourniture d'une plateforme mutualisée en faveur de tous les acteurs intervenant aux portes d'entrée et de sortie de la Guinée. Il s'agit notamment des administrations publiques,
en particulier l'administration douanière, des autorités portières, des opérateurs économiques transitaires, transporteurs, importateurs et exportateurs et des intermédiaires financiers. En signant cette convention de partenariat, le gouvernement guinéen entend s'inscrire dans la logique de la promotion de la bonne gouvernance économique au profit inclusif des populations. La lutte contre la corruption est l'une des priorités de mon gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé. La plateforme guichet unique du commerce extérieur répondra grandement à cette priorité dans la mesure où elle apportera une simplification et une uniformisation des procédures commerciales et une célérité dans les opérations commerciales, une facilité dans les échanges avec le reste du monde, ainsi qu'une dématérialisation des procédures. Le tout devant concourir à une réduction du temps et du coût des transactions pour les différents acteurs engagés dans le commerce extérieur. Pour le suivi et la mise en œuvre de cette nouvelle réforme, un comité de pilotage est créé et placé sous l'autorité du Premier ministre. Ce comité a pour vocation de contrôler et suivre la prestation technique des transactions extérieures dans toutes ses formes. Dans l'actualité encore, une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, s'est rendue ce matin à Noura-Soba, dans la préfecture de Sigré. Vous le voyez donc en image. Le chef du gouvernement était venu au nom du président de la République présenter les condoléances aux familles éplorées suite à l'éboulement qui a fait 17 morts. Dr Ibrahima Kassory Fofana a prodigué d'utiles conseils aux jeunes de Noura-Soba. Le compte rendu de notre envoyé spécial Hadi Kamara dans de prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement déplore le tragique éboulement de terre survenu à la carrière d'exploitation artisanale des mines dans le secteur Farangiani, commune rurale de Noura-Soba, préfecture de Sigré, qui a fait 17 morts dans la nuit du 3 au 4 février 2019 et le grave accident de la circulation sur la nationale Koundara-Labé ayant causé la mort de 7 personnes et 6 blessés graves dans la journée du lundi 4 février 2019. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement guinéen adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Le gouvernement guinéen rassure qu'il continuera à prendre toutes les dispositions dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité pour faire éviter à l'avenir aux populations de tels cas d'accident. Il implore la grâce divine pour le repos en paix des disparus. Amen. Le ministre de la Santé annonce la détection d'un cas de fièvre hémorragique Lassa à Mamou. Un homme d'une trentaine d'années en provenance de Kissidougou est morte par suite de la maladie. Une autre préoccupation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des dispositifs de surveillance sont mis en place pour contrer la maladie. À ce jour, 81 cas suspects ont été enregistrés à Mamouya Kissidougou. Adiatou Bari fait le point. Dans les rues et bars cafés, les commentaires sur la fièvre Lassa sont sur toutes les lèvres. Sérénité chez certains citoyens, peur et panique chez d'autres depuis la confirmation d'un cas à Mamou. Quand je pense à Ebola, ce que Ebola a fait comme victime, je pense aussi à Lassa, presque c'est les mêmes symptômes. Donc ça me fait beaucoup peur. Beaucoup de citoyens ont une connaissance évasive de la fièvre Lassa. Une maladie hémorragique virale transmise à l'homme à travers les fluides corporels des petites souris ou rongeurs. À travers des boîtes à images, des messages de sensibilisation sont conçus pour favoriser son identification par les populations et même chez le personnel soignant. Des mesures de riposte médicale sont aussi identifiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Parmi les mesures que nous avons prises, d'abord il faut soigner les sujets malades. Donc on a essayé de réactiver nos centres de traitement épidémiologique, car parmi les maladies ciblées figurait Lassa.
Et la ribavirine est le médicament de prédilection, surtout au début de cette maladie. Heureusement pour nous, on avait un stock qui était prépositionné déjà dans la région de Farana. Chez les personnes infectées par le virus de la fièvre Lassa, céphalée, vomissements, diarrhée, douleurs articulaires et surtout saignements sont des signes cliniques observés. Des symptômes qui surviennent après la période d'incubation comprise entre 1 à 25 jours. Dans les districts sanitaires de Kissidougou et Mamou, 82 cas suspects de la fièvre Lassa sont en observation dans les centres épidémiologiques. Ils ont pu recenser en tout 82 contacts qui sont suivis, notamment 31 à Kissidou et 51 à Mamou. Donc aucun de ces contacts n'a encore manifesté de signes annonciateurs de la fièvre Lassa. Cependant, nous prions Dieu que nous continuions dans le même élan, parce que la fin du suivi des contacts est le 22 février prochain. Donc cette activité va se poursuivre dans les jours qui viennent. Contenir la propagation de la fièvre Lassa au plus vite est la nouvelle mission de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La prévention de la maladie à travers le lavage régulier des mains, la conservation des aliments dans les récipients fermés, la cuisson soigneuse des aliments et de l'assainissement des domiciles et entourages sont formellement conseillés. En plus bref, la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est célébrée ce mercredi en Guinée sous le thème « Traduire les décisions politiques en actions concrètes ». Cette journée vise à sensibiliser les communautés et les décideurs sur les conséquences de cette pratique qui affecte la santé des femmes. Dans le même registre, la première dame de la République a procédé au lancement de la campagne de plaidoyer pour le renforcement de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. C'est une initiative de la Fondation Prosmi en collaboration avec l'association pour le bien-être familial AGBF. Ali Badara Kondi, reportage. C'est un plaidoyer pour le renforcement de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires guinéens. L'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive est à promouvoir chez les adolescents. Les filles sont exposées à de nombreux dangers et par là même, étant des composantes de la société, animent un risque de vaporisation des maladies causées à cause de la faible éducation sexuelle et du manque d'informations en ce qui concerne la santé reproductive. À cette liste qui, de jour en jour, prend en longueur, s'inscrivent les mariages d'enfants qui souvent sont forcés, de façon directe ou indirecte. J'ai le sentiment d'accomplir un devoir, celui de locomotive pour conduire un projet ambitieux, en raison du fait que le thème de l'éducation complète à la sexualité constitue une préoccupation majeure à cause de sa complexité et de son intérêt. Ce plaidoyer de haut niveau sur l'éducation complète à la sexualité est une initiative de la Fondation Prosmi en collaboration avec l'Association guinéenne pour le bien-être familial, l'AGBF et l'ONG RAES. La première dame de la République a exhorté les enseignants à mieux préparer les élèves à la vie au-delà du cadre de l'école. Notre rencontre d'aujourd'hui est très importante car il s'agit de faire un plaidoyer pour faire intégrer dans le programme scolaire guinéen l'éducation complète à la sexualité. En effet, l'école a parmi ses responsabilités une préparation de l'élève à sa vie future. Elle vient en appoint à l'éducation de base donnée dans la famille. C'est un lieu de discernement où les enfants et les adolescents apprennent par l'enseignement les mécanismes pour avoir une vie d'adulte épanouie. L'objectif de ce plaidoyer est d'amener les décideurs à mieux prendre en compte l'intégration de l'éducation sur la sexualité dans les programmes. Plus de 400 jeunes filles développent leur capacité managériale. Une initiative de l'ONG Oser Innover qui met en œuvre un projet Femmes sans barrières. Objectif, former un nombre important de jeunes filles dans les secteurs porteurs de croissance. Mohamed Amil Solano signe ce reportage. C'est une lutte quotidienne pour les autorités publiques et les organisations de la société civile. Réduire le taux de chômage en Guinée.
Selon les chiffres officiels, 83% de la jeunesse guinéenne est frappée par le phénomène. Un défi de taille que veut relever le projet baptisé Femmes sans frontières, un concept nouveau dans le pays, fondé sur un certain nombre de valeurs qui repoussent les limites du genre. Nous avons lancé le projet Femmes sans barrières pour vraiment appuyer la femme guinéenne de s'en sortir, d'être indépendante, autonome et de se lancer dans les secteurs qui sont normalement dominés par les hommes, d'avoir la confiance de penser malgré la situation du pays. Le projet Femmes sans frontières est soutenu par le gouvernement et cible un nombre de jeunes dames considérées comme modèles de réussite. Une dizaine environ, elles viennent partager avec les jeunes filles en quête d'emploi leurs expériences de la vie professionnelle. L'occasion pour Djeneba de requinquer les lauréates du projet. S'entourer des personnes qui vont leur permettre de faire réaliser leur projet. Pour cette phase pilote du projet, 420 jeunes femmes sont concernées. La campagne repose sur le développement des capacités entrepreneuriales et managériales des postulantes. Oumou est l'une des lauréates à bénéficier de l'appui du projet. C'est une nouvelle vie qui commence pour la jeune dame. Grâce à ce concept que j'avais en tête tout le temps, Femmes sans barrières, je me suis lancée dans la briqueterie, et la transformation des pavés. Un travail que les hommes font. Et en Guinée ici, même les hommes, certains hommes n'osent pas à se lancer dans ce travail, soi-disant que c'est très difficile. Comme Oumou, plusieurs jeunes filles retenues par le projet participent à des sessions d'information sectorielle, de formation technique, de mentorat et de stages en coiffure, peinture, boulangerie, pisciculture urbaine, briqueterie et artisanat, chacune selon son choix. Merci Solano pour ce reportage. Les coupures du courant électrique redeviennent fréquentes dans certains quartiers de Conakry. Nos reporters sont allés au ministère de l'Énergie pour connaître les raisons de cette situation. Voici le reportage de Nabi Kamara. Au lancement de la réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta en 2015, 80 MW suffisaient pour éclairer la ville de Conakry et les localités sur la ligne interconnectée jusqu'à la baie. Mais de cette pointe, la fourniture du courant électrique est passée à 145 MW. Aujourd'hui, elle atteint les 365 MW avec les mêmes installations de Kaleta. Cette capacité devrait permettre de continuer à donner le courant aux populations régulièrement. Malheureusement, les délestages du courant apparaissent après la période des pluies. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique explique le phénomène par l'augmentation du nombre des consommateurs de l'énergie électrique et la dégradation de l'environnement. C'est un facteur important que les gens doivent savoir. Ce n'est pas l'inefficacité des installations de Kaleta, ce n'est pas l'inefficacité des installations thermiques, c'est que les consommateurs ont augmenté. Dans le couloir de la ligne de Garafiri jusqu'à la baie, il y a aujourd'hui 41 localités qui ont été électrifiées, qui n'existaient pas en 2015. Donc ils sont devenus des consommateurs aussi. Tout ça, ça nous envoie aujourd'hui à la pointe à 365 MW au moment où Kaleta fait 240 MW. Mais il y a d'autres systèmes, le système SAMU est là, les centrales thermiques sont là également. Et c'est que l'environnement dans notre pays, notre écosystème est fortement entamé. La période de pluie qui était de 6 à 7 mois se réduit aujourd'hui à 4 mois. Garafiri difficilement a pu accumuler de l'eau pendant la saison pluvieuse passée. Kaleta, n'en parlons pas parce que Kaleta, c'est un barrage au fil de l'eau. La côte 110 doit être une côte maintenue pour permettre au groupe de fonctionner. Plus bas que ça, vous provoquez des problèmes de cavitation et les groupes automatiquement s'arrêteront. Pour espérer atteindre le niveau de stabilité sans risque de la desserte des ménages en électricité, le ministre donne rendez-vous en 7 mois. L'avenir électrique de la Guinée est en marche et rien ne peut arrêter ça. C'est la volonté du président de la République. L'avenir là est en marche, vous avez vu les travaux qui sont en cours. Et dans les mois à suivre, Swapiti contribuera à l'amélioration du productible de Kaleta.
Le ministre Dr Cheikh Talib Silla va rester sur le terrain jusqu'à l'obtention des solutions idoines contre les perturbations énergétiques dans la capitale. À Matam, les services techniques du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire viennent d'arrêter les travaux de construction d'un immeuble de 3 niveaux. Selon les techniciens, le chantier manque de permis de construire. Explication, Mangafo Détouré. Ni les leçons d'un passé récent dans la construction d'immeubles à Conakry, ni la présence de la mission d'évaluation des chantiers ne les ont dissuadés. Sans permis de construire, donc sans autorisation, ils veulent faire pousser ici un immeuble R+3. Les travaux se réalisent sous le regard de la direction communale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. C'est un travail de grande envergure qui commence maintenant. On est déjà à la phase de l'excavation. La fondation n'a pas commencé encore. On ne sait pas jusqu'à combien de mètres la profondeur va atteindre. Et après ça, ils vont commencer à faire la fondation et puis monter maintenant de la surface. Donc ce travail gigantesque qui commence n'a pas été autorisé. La documentation qui nous a été présentée n'est pas au complet. Le constructeur, c'est un Indien, c'est un étranger, un Indien que je n'ai pas encore vu de mes yeux. Mais son représentant est un Guinéen de nommé Saïd Diallo. Donc Saïd Diallo est venu se présenter au bureau avec une certaine documentation. Il est parti, il est revenu me présenter un plan de masse de l'ancienne concession qui était là, plus le contrat, une copie de contrat de bail. Ces ouvriers sont engagés par un ingénieur souvent absent des lieux. Ils ont mission de creuser un trou de 4 mètres de profondeur. Nous sommes pris spécialement pour venir faire les bunkers. Profondeur 4 mètres. Il nous a dit d'arrêter le travail, on arrête. Il nous a dit de faire monter la machine, on obéit. On fait monter la machine, on garde. C'est fini. C'est quand tout est en ordre, on continue le travail. La Direction nationale de la construction, du logement et du cadre de vie se saisit du dossier et arrête les travaux. En fait, c'est un désordre qui est organisé depuis très longtemps. Et pour barrer tout ça maintenant, il faut le temps, la patience, la sensibilisation. Mais les gens font le petit malin. Quand vous quittez, il y en a qui travaillent. Par exemple, même ici, on a constaté que les gens travaillent la nuit. Donc, il y en a qui se cachent pour échapper. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour dire à ce monsieur d'arrêter. On n'a pas demandé autre chose qu'il se mette en règle, simplement. Sur le chantier, les travaux viennent d'être arrêtés. Des sanctions sont attendues contre les acteurs indélicats. Conakry a enregistré l'année dernière l'effondrement spectaculaire d'un immeuble qui a fait des morts. La question d'urbanisation est préoccupante à Conakry. Pourtant, la solution pourrait se trouver à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, où des études sérieuses sont proposées pour chaque type d'habitation avant sa réalisation. Mais que faut-il faire pour éviter la construction anarchique à Conakry? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Francis Colli. L'ISO, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, est un établissement public de formation. Situé dans l'enceinte de l'université Gamal, l'institut est aussi consulté dans la conception et le design des types d'habitats adaptés aux conditions climatiques. Les 15% de la population de la Guinée habite actuellement à Conakry. Donc cette pression nous amène à une urbanisation sauvage désordonnée. Notre mission, c'est attirer l'attention des gens pour qu'ils viennent souscrire aux normes, à la réglementation et respecter la planification de la ville. L'institut existe depuis 2004. Il reçoit des étudiants de profil mathématique à cause de la tendance géométrique des pratiques architecturales. J'ai vu que les infrastructures de nos pays africains étaient vraiment en retard. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire architecture et plus précisément, vu que la Guinée m'offrait déjà un cadre pour le faire, c'est pour ça que je suis venue faire architecture ici à Conakry. Les étudiants sont de plusieurs nationalités. Ils savent bien pourquoi ils ont choisi l'ISO. Pour les anciens sortants, c'est la voie de l'autonomie. Au bout de notre cursus universitaire qui s'est étalé sur 5 ans au sein de l'ISO, nous avons ensuite passé 3 années de stage avant d'intégrer l'ordre et d'avoir le droit de créer notre propre cabinet. L'ouverture de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme à la coopération a permis de développer un prototype de maison écologique multifonctionnelle. Le nom c'est Kaloum Bangui, mais ce n'est pas seulement limité à Kaloum.
Les mêmes problèmes qui sont à Kaloum se rencontrent dans d'autres quartiers de Conakry maintenant. Allez-y à Bonfim-Port, allez-y à Gbessia-Port, c'est les mêmes bidonvilles qu'on trouve. Avec les nouvelles configurations prenant en compte l'étude du sol, du climat et des matériaux de construction, l'on pourrait éviter les effondrements d'immeubles. Comme ce fut le cas à Conakry ces derniers temps, où plusieurs familles ont été endeuillées avec des dégâts matériels considérables. Dans l'actualité encore, remise des magasins d'armes et de munitions aux forces armées guinéennes. Ils sont réalisés par l'ONG MAG, une action qui s'inscrit dans le programme de réforme des forces de défense et de sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires. Sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Ces infrastructures réhabilitées, construites et équipées par l'ONG Mine Advisory Group sous le financement du gouvernement allemand, sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, servent désormais de magasins d'armement pour la première région militaire de Kindia, l'école nationale de gendarmerie de Sonfonia et le bataillon du quartier général. Une initiative qui vise à améliorer la sécurité et la gestion des stocks d'armement et de munitions des forces armées. Sécuriser les armes et les munitions constitue un enjeu pour la paix et la sécurité dans le pays et notamment dans la région pour la protection des populations civiles. C'est ainsi que des discussions ont eu lieu entre la Commission nationale et l'ambassade allemande ainsi que MAG pour discuter la faisabilité de ce genre de projet. Je voudrais tout d'abord exprimer à la hiérarchie militaire ma reconnaissance pour avoir favorisé auprès de l'ONG Mine Advisory Group l'obtention de cette nouvelle infrastructure qui, pour le bataillon du quartier général, constitue un outil important pour la sécurisation de toutes les entités qui y vivent en son sein. L'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires est une des priorités de la réforme du secteur de sécurité. C'est pourquoi les partenaires de la Guinée lui viennent en aide dans l'atteinte de ses objectifs. L'opportunité m'est offerte pour affirmer que ces réalisations vont en droite ligne de la volonté du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Cette volonté se manifeste particulièrement depuis quelques années par le financement à travers le budget national de développement des activités de la réforme du secteur de sécurité. Ces infrastructures qui font l'objet de remises viennent s'ajouter à de nombreux autres lots récemment réalisés à Conakry et dans les unités de l'arrière-pays. Toutes choses qui galvanisent les troupes. Et puis, ce communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation remercie vivement à tous ceux qui ont donné des cours dans nos établissements élémentaires et secondaires durant le premier trimestre de cette année scolaire. Le département salue surtout le patriotisme des diplômés issus de nos établissements de formation des formateurs, ENI et ISEG. C'est pourquoi des primes d'encouragement ont été payées à ceux d'entre eux qui ont servi depuis le 3 octobre 2018 sur la base de leur autonomie de classe et ou de cours après vérification de leurs documents pédagogiques. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation demande à tous et à chacun de respecter la procédure de sélection des contractuels conformément aux instructions du Conseil des ministres en vue de leur titularisation. Conakry, le 6 février 2019, le ministre Maury Sangaré. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la quête de la qualité des réformes sont engagées depuis 8 ans dans le secteur. À propos, nous vous proposons un extrait de l'émission à bâton rompu avec Ansman Toumani Kamara. Il se trouve que les établissements ont les arrêtés de création, ont l'ouverture, autorisés à fonctionner, mais le processus devait se terminer par l'agrément. Étant donné que les évaluations n'ont pas été faites, et ça c'est un problème au niveau du département. Le problème ce n'est pas le concept d'agrément, est-ce que vous voyez? C'est le concept d'accréditation qu'il faut plutôt privilégier. Qui délivre C'est le ministère. C'est le ministère. Donc là, il y a un problème entier qui reste et qui devrait se faire. Les étudiants qui sont formés dans d'autres pays ont l'emploi et les Guinéens n'ont pas l'emploi. C'est aussi un problème pratique. Tu ne peux pas finir une faculté de biologie, tu n'as jamais touché au microscope et que tu as travaillé dans un laboratoire de biologie appliquée dans une société. Ce n'est pas possible.
Il s'appelle Amadou Koumbassa, connu sous le sobriquet Gros Killer Mike. L'artiste en pleine séance de répétition prépare son spectacle dénommé Sortir de l'ombre. Avec ce spectacle, l'artiste veut réaliser un vieux rêve, celui d'ouvrir la première école de danse en Guinée. Images et commentaires, Mabinti Laïsouma. Des notes enivrantes du single Bienvenue chez nous. Une chorégraphie qui nous emporte dans un autre univers. Avec cette créativité, l'artiste et son équipe règlent les derniers détails de son prochain spectacle. Sortir de l'ombre sera présenté au public le 9 février prochain sur la scène du Centre culturel franco-guinéen. Nous, on va faire un spectacle. Et ce spectacle, c'est du tradi moderne. On a nommé Sortir de l'ombre, donc ça explique une histoire. On va commencer par la musique et après la danse. Et il y aura beaucoup de chorégraphie. Plus qu'un spectacle, Sortir de l'ombre est le coup d'envoi d'un projet humanitaire. Les fonds récoltés seront injectés dans la construction de la première école de danse traditionnelle et urbaine. L'artiste sans frontières œuvre pour la danse au service de l'éducation. On a besoin de cette école de danse en Guinée. Quand tu pars dans les autres pays tels que Dakar, Mali, Burkina, dans les autres pays, j'ai vécu. Je sais qu'ils donnent l'évolution de la culture, ils enlèvent les enfants qui sont dans les rues pour les encadrer. Ma force aujourd'hui, c'est de donner la culture guinéenne au-delà de la Guinée. Donc l'école sera basée, c'est pas seulement les danses de chez nous, mais 50% les danses, par exemple Dundumba, il faut valoriser ça. Yankadi Dance, comme vous avez écouté dans le morceau Bienvenue chez moi, Tumboussé, Mané, il y a beaucoup de danses. Le Gros Killer Mike LKM est un artiste qui a fait ses preuves sur de nombreuses scènes. Chanteur, maître chorégraphe, metteur en scène, l'artiste aux multiples talents va faire voyager et faire rêver plus d'un au soir du 9 février prochain. Merci, nous y serons. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.